Bonjour les toqués du tic-tac. Après l'épisode 1 consacré aux montres en acier avec bracelet intégré de 4 manufactures de très haute horlogerie, on continue dans la même veine avec des montres en acier, avec bracelet acier, mais cette fois dont le prix sont plus raisonnables, on va dire. Plus raisonnables, mais quand même d'un certain prix. Prix que vous aurez évidemment dans le magnifique et somptueux article écrit par la belle et douce Chloé sur mywatch.fr. Bon, il faut dire qu'il s'agit ici encore de très grandes maisons horlogères, et comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas le prix qui compte, mais le rapport qualité-prix. Et là, évidemment, on a des montres de grande qualité. Mais rassurez-vous, pour l'épisode numéro 3, sur les montres acier, on vous a trouvé des modèles dans une gamme de prix bien inférieure, plus abordable et qui méritent tout autant l'intérêt des passionnés et des collectionneurs. 3 épisodes sur les montres en acier avec 3 gammes de prix. Elle est pas belle la vie? Vous êtes prêts? Montre acier sur acier, épisode 2, c'est maintenant. On commence par une pièce culte de l'horlogerie, une icône de Cartier, et au nom évocateur à plus d'un titre, la montre Panthère, que vous aviez vu d'ailleurs à mon poignet dans l'épisode numéro 1. Et j'avoue que j'ai eu du plaisir à la porter, car au-delà de son design emblématique, elle est d'un confort au porté exceptionnel. Je m'emballe rarement sur le confort d'une montre, car je suis de ceux pour qui le confort n'est pas le premier critère de choix pour une pièce. Je m'attarde plutôt sur le calibre, les complications, les matières, le design, mais là, les amis, la souplesse du bracelet est littéralement bluffante. Bon, c'est aussi à l'origine une volonté de ceux qui l'ont imaginé, dessiné et construit, puisque les mouvements du bracelet sont censés évoquer la démarche chaloupée et féline de la panthère. Sachez que la montre panthère ne tient pas son nom de cette seule évocation de l'animal fétiche de la maison Cartier, dont le bestiaire est nombreux d'ailleurs. La panthère, c'était aussi et surtout le surnom qu'avait donné Louis Cartier à Jeanne Toussaint, une femme exceptionnelle qui entre chez Cartier en 1920 et qui y restera plus de 40 ans. Directrice artistique de la haute joaillerie, elle influencera littéralement toutes les collections Cartier jusque dans le début des années 70. D'abord par son sens du détail et surtout par son amour du travail bien fait. Le luxe, le raffinement, le style, l'élégance, tout ce qui caractérise Cartier, aujourd'hui c'est véritablement l'héritage de Jeanne Toussaint, dite la Panthère. Et cette montre Panthère est un vibrant exemple de l'élégance Cartier, avec son cadran carré, aux angles arrondis, adoucis devrait-on dire. Dans cette version dite grand modèle, on retrouve tous les codes de la maison, les aiguilles glaive en acier bleui, la couronne ornée d'un spinel bleu, la minuterie chemin de fer, les chiffres romains et bien sûr l'incontestable, l'incontournable, l'obligatoire signature secrète dans la barre du chiffre 10. Son calibre est un calibre à quartz de belle facture qui séduira celles et ceux qui ne souhaitent pas remonter leur montre, qui aiment la poser et la reprendre sans se soucier de la mettre à l'heure. Je dis celles et ceux car dans cette dimension de boîtier, franchement, elle va aussi bien à un poignet féminin que masculin. D'ailleurs, vous l'avez vu dans l'épisode numéro 1, elle est portée par Keith Richards, le guitariste des Stones, qui a écrit notamment le célèbre I Can Get No Satisfaction ou encore le slow de la mort qui tue, NJ, qu'on se passait et qu'on se repassait à l'époque où les booms avaient encore du succès. Cela ne nous rajeunit pas, mais il faut dire qu'on emballait pas mal sur ce slow à l'époque, surtout Albert. Private joke. Stéphane, arrête de rire, je t'ai vu. Que dire d'autre sur cette icône de l'horlogerie qu'est la Panthère? Qu'elle existe dans de très nombreuses interprétations, des plus simples avec les modèles MIDI, dont on a parlé dans l'émission sur les mini-montres avec Chloé, je vous mets l'affiche, aux plus luxueuses déclinaisons de joaillerie et de haute joaillerie, dont celle que j'adore tout particulièrement avec les motifs pelage qui sont réinterprétés sur la montre. Je vous mets aussi les photos. Je vous mets également l'affiche de l'émission qu'on a consacrée à la montre Panthère et qu'on a tournée dans la boutique du 13 rue de la Paix. Vous ne serez pas déçus du voyage. Côté historique, vous ne serez pas déçus non plus par cette Octo Roma, tant elle porte en elle la quintessence même de l'esprit de la maison Bulgari, c'est-à-dire la création et l'extravagance italienne au service de la précision et du sérieux d'une manufacture suisse. Dévoilée en 2012, elle ne cesse de se réinventer pour le plus grand plaisir de ceux qui aiment avoir
au poignet un design, une originalité et une géométrie un peu particulière. La forme octogonale du boîtier évoque l'architecture italienne et plus particulièrement les caractéristiques dessins que l'on trouve sur la voûte de la basilique de Maxence qui a été érigée au IVe siècle à Rome. C'est dire la connexion avec la grande histoire de Rome, mais Bulgarie est une maison romaine, mais cet octogone ne serait rien, ou presque, s'il n'était marié, surplombé par un cercle parfait, celui de la lunette, que l'on pourrait croire épaisse en la regardant, mais en fait pas du tout. Je devine là la patte du directeur de la création horlogère de Bulgarie, l'ami Fabrizio Buonamassa, car cette large lunette est juste de la bonne dimension pour laisser deviner les 8 pans que l'on voit, les 8 pans de l'octogone que l'on voit vers l'extérieur de la lunette, mais aussi vers l'intérieur de la lunette, à la limite du cadran. De plus, il y a un jeu de poli et satiné sur l'acier qui sublime cette géométrie particulière. De loin, au poignet, on pourrait croire que la montre est parfaitement ronde, mais quand on l'observe de plus près pour voir l'heure, eh bien on voit que ce n'est pas le cas. Bien vu l'artiste. Le bracelet est aussi d'une grande souplesse, très confortable, et il profite d'un système d'interchangeabilité très rapide et intuitif. Et c'est à signaler car en mettant un bracelet cuir sur cet Octoroma, on lui change complètement le visage, complètement de look. Comme vous pouvez le voir ici, évidemment, je vous mets les photos, comme toujours. C'est d'ailleurs le cas de toutes les montres acier sur acier. Dès qu'on les met avec un bracelet cuir, eh ben, on a vraiment une deuxième montre au poignet. Regardez par exemple la gueule de ma PRX Chrono Panda. Bracelet acier, c'est une montre, et là, avec son bracelet cuir, c'est sans faute. Donc vraiment, pensez à changer le bracelet de votre montre, et vous verrez, vous aurez l'impression de changer de montre. C'est souvent le meilleur moyen d'avoir une autre montre au poignet. Cette Bulgarie automatique, 3 aiguilles dates, comme on dit, de 41 mm de diamètre, embarque un mouvement de manufacture, le Bull 191, qui est doté de 41 heures de réserve de marche. Mais son cadran mérite aussi d'être étudié dans le détail, car il joue aussi un peu la carte des faux semblants. De loin, on dirait qu'il est blanc immaculé, et de près, il dévoile un motif clou de Paris très discret qui pourrait faire penser à une sorte de tissu gaufré comme pour une chemise italienne de luxe. C'est encore une idée de Fabrizio et de son élégance légendaire. Le cadran est disponible en 3 couleurs, blanc, gris anthracite ou bleu, à vous de choisir. Une belle luminosité aussi dans la nuit, dans l'obscurité, avec un traitement en Superluminova sur les index, les aiguilles et les 2 chiffres arabes, 6 heures et 12 heures, qui sont un peu la signature de la collection. Voilà, très belle pièce pour Bulgarie. Et puisqu'on parle de vue luminovesque, eh ben, on va aller prendre l'Omega. Et oui, la transition est toute trouvée avec le cadran absolument magnifique de la nouvelle Seamaster d'Omega. Ce bleu-vert d'eau un peu dégradé est franchement de toute beauté. Qui est aussi absolument magique dans la nuit, avec cette aiguille des minutes pointe flèche. Je vous laisse admirer la vue luminovesque, évidemment, que nous a fait Étienne. La montre fait 38 mm de diamètre, elle est dotée de 55 heures de réserve de marche et son verre bombé, anti-rayure et traité anti-reflet des 2 côtés, ce qui permet évidemment de profiter pleinement de la beauté du cadran avec une transparence absolument magique. Cette Seamaster Aquaterra embarque le calibre Omega 8800, un mouvement automatique à échappement coaxial de très belle facture qui a passé tous les tests pourtant très éprouvants du laboratoire METAS pour obtenir un certificat de Master Chronometer. Le balancier est sans raquette et avec un spiral en silicium, ce qui permet au calibre d'être résistant aux champs magnétiques jusqu'à 15 000 Gauss. Je précise, pour ceux que cela intéresse, qu'un petit aimant, c'est environ 2000 Gauss, et qu'un électroaimant de belle taille, c'est 15 000 Gauss. Autant dire qu'on est à l'abri de presque tout, et notamment des portiques de détection à l'aéroport. En parlant de ça, attention, ne laissez jamais votre montre dans le bac à l'aéroport quand vous enlevez vos vêtements et que vous mettez vos affaires. Mettez votre montre dans la poche d'un vêtement ou dans une sacoche, car il est arrivé que des montres disparaissent, soient volées à ce moment-là. Donc prudence. La décoration du calibre à l'arrière est également magnifique, avec une finition rodier motif Côte de Genève en arabesque. Alors l'arabesque, ça fait quoi? C'est magique, parce que ça fait tournoyer la lumière presque aussi vite que la masse oscillante, qui, je le rappelle, sert à remonter la montre au moindre mouvement de poignet. La couronne est vissée, elle assure une étanchéité à 150 mètres, ce qui permet avec cette montre de faire toutes les acrobaties nautiques que l'on souhaite, même les plus extrêmes. C'est une belle pièce, une belle montre,
Elle a d'ailleurs un beau bracelet 3 maillons, également très souple, et une date dans un guichet à 6 heures, et qui n'est pas si petite que ça, donc assez lisible. C'est certainement un ingénieur de génie qui en a dessiné les mensurations. Et pourquoi je dis ingénieur? Eh oui, pour ma transition capillotractée, puisque je vais vous parler de l'ingénieur d'IWC et de sa nouvelle couleur de cadran. C'est marrant, car quand on avait présenté cette nouvelle ingénieure lors du salon Watch & Wonders en 2023, avec la charmante Product Manager d'IWC, bonjour Virginie, je vous mets l'affiche, eh bien à l'époque je m'étais interrogé sur la couleur du cadran bleu-vert un peu pétrole qu'ils avaient mis au lieu et place d'un traditionnel cadran bleu. Eh bien vous voulez le cadran bleu, le traditionnel? Pas de problème, le voilà. Et il est cool ce cadran bleu. On retrouve évidemment le gaufrage des motifs verticaux et horizontaux, puisqu'il est estampé à haute pression dans l'ébauche en fer doux. Le bleu est ensuite appliqué avec un revêtement PVD. Mais l'ébauche en fer doux a son importance, car une des caractéristiques de l'ingénieur d'IWC, vous le savez ou pas, mais je vous le dis, c'est son boîtier interne en fer doux, qui le met à l'abri des champs magnétiques. Donc, le boîtier en interne en fer doux, avec le cadran au-dessus en fer doux, voilà une excellente cage de Faraday. Je vous renvoie à vos cours de physique de première. Moi, j'ai oublié. Hein. Et on le sait, le magnétisme, c'est l'ennemi juré de la chronométrie. Donc évidemment, la précision est ainsi sauvegardée. Revenons au boîtier de 40 mm avec sa lunette vissée. Elle présente, comme beaucoup de modèles en acier sur acier d'ailleurs, des surfaces polies et satinées. Cela permet de jouer avec les reflets de la lumière quand on regarde l'heure qu'il est. Et c'est vraiment sympa. À l'intérieur de ce boîtier coffre-fort, on l'a dit, étanche à 100 mètres, bat un calibre de manufacture automatique de bonne facture dont le système de remontage est dit à cliquet bidirectionnel. Ça veut dire qu'il remonte dans les deux sens. Je rappelle quand même que c'est le génial designer Gérald Genta à qui l'on doit le dessin de cet ingénieur, ce qui donne à la montre des lettres de noblesse que beaucoup lui envient. Inutile de retourner la montre pour voir le calibre. On vous l'a dit, c'est un boîtier coffre-fort anti-magnétique. Vous suivez pas? Attention, j'ai ramassé les copies, moi, sur la cage de Faraday à la fin de l'émission. Hein. Enfin bon, qui a dit Faye Dunaway? Faraday, pas Faye Dunaway. Mais vous êtes des cancres. Hein. Faye Dunaway, c'est la sublime actrice qui est avec Steve McQueen dans l'affaire Thomas Crown. Tiens, puisque vous faites les malins, quelle est la marque de la montre que porte Faye Dunaway dans la fantastique partie d'échecs de l'affaire Thomas Crown? Laissez-moi la réponse en commentaire. Attention, il y a un piège. En tout cas, ce n'est pas cette Rolex qui ne pouvait pas être dans le film puisqu'elle date de 1979 et que le film date de 1968. Et oui, pour finir cet épisode sur les montres acier, j'ai pris une montre vintage et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une Rolex Datejust de 1979. Un modèle classique de 36 mm avec un bracelet jubilé en acier, cadran argenté, index bâton, loupe cyclope au-dessus de la date pour grossir la date, bref une Rolex pur jus avec un verre en plexiglas puisqu'en 1979 évidemment c'était des verres en plexiglas. À l'intérieur se trouve un calibre automatique 30-35, calibre qui a été introduit en collection en 1977 et qui est sorti de collection en 1988 avec l'arrivée du mouvement 31-35 qui était plus performant. Mais il faut savoir que le 30-35, lui, qui a remplacé le 15-75, était aussi plus performant et apportait de nombreuses améliorations, notamment en augmentant la cadence, puisqu'il bat à 28 800 alternances par heure. D'ailleurs, sa précision et sa robustesse sont légendaires, les horlogers l'adorent. Alors pourquoi avoir choisi une Rolex vintage plutôt qu'une Rolex neuve? Tout simplement pour parler du programme Rolex CPO, traduisé Certified Pre-Owned. Alors, pour la trouver, je dois avouer que je ne me suis pas trop cassé la nénette. J'ai été chez Bucherer, à Paris, à côté de l'Opéra, car c'est la boutique qui a le stock le plus important de Rolex de seconde main. Une vraie mine d'or, que dis-je une mine d'or? Une mine d'or, une mine d'acier, une mine de platine pour tous les collectionneurs. Et elle a toute d'une neuve, puisque profitant du programme CPO, elle est révisée, certifiée, polie, nettoyée et accompagnée d'une carte de garantie spécifique. Mieux encore, elle a été testée pour que ses performances soient garanties à l'identique du jour de sa sortie. Pas mal, non? Bien sûr, seuls les détaillants Rolex peuvent prétendre vous vendre une Rolex Certified Pre-Owned. Alors celle-ci, c'est une montre en acier, une des plus connues qui soit,
puisqu'issu évidemment de la célèbre manufacture à la couronne. Cette fameuse maison qu'il faut, paraît-il, avoir au poignet avant 50 ans pour avoir réussi sa vie. Moi je pense que pour réussir sa vie, ça ne se limite pas à la possession d'une montre, même si c'est une Rolex. Mais c'est vrai, c'est sympa. Selon moi, le mieux, c'est d'en avoir plusieurs. Et force est de constater que si le marché de la seconde main connaît un certain essor, un certain succès, c'est parce qu'il permet d'accéder à de belles montres à moindre frais. Donc pour tous ceux qui trouvent les montres trop chères à chaque fois que j'en parle dans mes émissions, eh bien ceux-là, vous pouvez aller sur le marché de la seconde main. Et quand elles sont certifiées par la marque, cela peut être une excellente solution. Surtout que cela évite les désagréments et les risques d'acheter des montres qui sont soit fausses, ou pire, reconstituées par des margoulins qui essayent de vous les faire passer pour des vrais. Et voilà, c'était le petit conseil de la fin de l'épisode 2 des montres acier. Il y aura un 3e épisode. Et sachez que même les montres CPO, lorsqu'elles sont arrêtées, eh ben, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour. Ah, c'est dingue ça, non? Allez, à tout à l'heure.